rappelles Shuriken School? C'est une interro? On a fait une vidéo dessus l'an dernier. Je sais bien que j'avais dit que je me souvenais pas des détails, mais... Bon, et ben maintenant que tu te souviens des détails, tu te rappelleras peut-être de ce moment où Ami fait passer un test à Okuni pour savoir si elle et Ezan sont amoureux. Est-ce que tu saurais dire de quelle couleur sont ses yeux? Bien sûr, on se fréquente depuis des années. Pour rappel, voici le gars dont on parle. Voici son père. Voici son cousin le cochon. Voici une pom-pom girl américaine dont on peut supposer qu'elle n'a pas la même couleur d'yeux. Là, vous voyez le problème? Et c'est là qu'on prend conscience que dans leur réalité, les personnages de dessins animés voient quelque chose de complètement différent de ce que voit le spectateur. Les personnages de Shuriken School n'ont pas d'iris pour le spectateur, mais ils en ont les uns pour les autres. Souligner dans l'histoire le fait que les yeux ne sont pas censés être des points noirs. C'est un gag autour de ce choix graphique, alors ça mérite d'être relevé. Mais représenter les yeux par des points noirs, c'est une schématisation à laquelle quasiment tout le monde consent. Or, être tous d'accord sur la bonne façon de schématiser quelque chose de trop compliqué pour être représenté tel quel est loin d'être évident. Transformer l'existant en dessin implique de faire des choix de représentation, à l'instar de Marinette qui dessine l'âne avec deux jambes parce qu'il est de profil dans les contes du chat perché. Ce sont des compromis entre la réalité et l'illustration qui n'ont rien d'intuitif. Les enfants de maternelle dessinent souvent les quatre pattes des animaux et trouvent des moyens tarabiscotés pour représenter les pieds de table même sans maîtriser la perspective. Sur leur bas-relief, les Égyptiens représentaient les humains avec les épaules de face et le visage de profil. Ils savaient que les hommes avaient un profil et des épaules, ils refusaient de choisir entre ce qu'ils allaient représenter, alors ils mettaient les deux. Ils mettaient également en scène des personnages dont la taille était proportionnelle à l'importance. Pharaon est un géant comparé à ces sujets. Et pour eux, bien sûr, tout ça c'était normal. C'était une codification de l'image qu'ils avaient tous intégrée. Car non seulement les Égyptiens n'étaient pas réellement comme ça, Enfin, on suppose. mais en plus, le but n'était pas de faire croire au bon peuple que Pharaon est réellement un géant. Enfin, on suppose. C'était une convention graphique, un élément visuel dont tout le monde avait accepté la signification au préalable et qu'on avait mis là pour des raisons techniques ou pour faire passer un message. Les dessins animés étant en fait dessins, Sans deck. ils fourmillent de ce type d'éléments visuels introduits pour des raisons de simplicité ou de clarté, mais pas réellement présents dans l'histoire qui est racontée. Ce type de tricherie n'est pas forcément visuel. Typiquement, dans un épisode où deux personnages échangent de corps, il est fréquent que les personnages gardent la voix de leur esprit et pas la voix de leur corps, mais que les personnages continuent manifestement d'entendre la voix des corps. Dans ce genre de cas, nous avons coutume de dire c'est une convention sonore, c'est une convention graphique, ça n'arrive pas réellement dans l'histoire. Convention signifie ce dont on a convenu. Ces éléments sont des codes que le spectateur doit avoir acceptés spontanément ou par habitude. Non seulement parce qu'il est utopique de dessiner chaque image dans le style photoréaliste d'Alex Ross, mais aussi parce que l'animation est le médium idéal pour se permettre des fantaisies qui n'ont pas d'autre but que de créer une ambiance ou de connoter l'action. Nous avons relevé les 10 qui nous ont paru les plus représentatifs de ce qu'on peut trouver dans les dessins animés et allons dire à chaque fois en quoi ce sont des conventions et essayer de comprendre leur origine et leur utilité. Pour vous en exclusivité dans ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici notre top 10 des conventions graphiques qui n'arrivent pas réellement dans l'histoire mais que les animateurs ont mis là pour le fun ou pour toute autre raison et qu'il faut accepter sans broncher. Convention graphique numéro 10. Le visage de Monsieur Scarface. Dans Batman, la série animée, il y a un méchant qui s'appelle le ventriloque. Il souffre de dédoublement de la personnalité. Tantôt vieil homme timide et timoré, Tantôt génie du crime. Mais cette deuxième facette, qui lui vaut la loyauté inconditionnelle de ses hommes de main, il ne l'exprime qu'à travers sa marionnette, Monsieur Scarface. Comme c'est un ventriloque de génie, on pourrait croire que certains personnages seraient trompés par l'interprétation du ventriloque et croiraient réellement le pantin vivant. mais en fait non. Batman hésite un instant, et ses hommes de main discutent entre eux d'à quel point Scarface est réel, mais nul ne doute que c'est juste un pantin et que c'est le ventriloque qui fait tout. Ces hommes doivent se faire violence pour s'adresser à la marionnette plutôt qu'au ventriloque directement. Mais bizarrement, plus les épisodes passent et plus la marionnette est animée, avec un point culminant dans l'épisode de rédemption raté de Catwoman où Monsieur Scarface est animé comme s'il était humain. On pourrait soupçonner les auteurs d'avoir voulu introduire une ambiguïté sur si la marionnette ne serait pas vivante en fait. Mais si vous avez suivi notre discours d'introduction, vous vous doutez que nous sommes très loin d'une idée pareille. Le premier personnage à interagir avec Monsieur Scarface, Catwoman, grille tout de suite que c'est une marionnette. Elle trouve même ça drôle. Oh, vous, alors vous êtes trop drôle. Alors c'est quoi le gag? Et s'il faut vraiment le préciser, dès que le ventriloque le lâche, Scarface est en revanche totalement immobile. Dans cet épisode, la marionnetteté de Monsieur Scarface joue un rôle plus secondaire que dans les autres épisodes. Il s'illustre comme un gangster qui fait repasser Catwoman du côté obscur.
Il fait de l'ironie, des sarcasmes. Les animateurs ont sans doute jugé nécessaire de le faire bouger plus pour donner plus d'impact à ses répliques. Pas seulement pour toi personnellement, mais pour tous ces pauvres petits animaux empaillés qui n'ont pas eu de veine et à qui on n'a jamais laissé la moindre chance de se défendre. Il savait qu'il pouvait s'en payer le luxe puisque le spectateur, complice d'une mise en scène qui présente Monsieur Scarface comme un personnage indépendant tout en le démentant sans cesse, n'en conclurait pas pour autant que la marionnette était vivante. Et du coup, concrètement, quel est l'impact de cette convention graphique sur la perception qu'on a de ces scènes et sur l'expérience de visionnage? Difficile à dire. On peut imaginer que l'objectif était de procurer au spectateur une espèce de malaise, car c'est toujours dérangeant de voir un objet inanimé s'animer. Mais en ce qui me concerne, ça m'est un peu passé au-dessus. Tout au plus, au milieu de l'épisode, j'ai décroché un quart de seconde en me disant « Eh mais Scarface ne devrait pas être si animé !» Le graphisme de la série animée Batman change subtilement au fil de la série. Mais ce changement, qui ne dure qu'un épisode, on revoit le ventriloque dans un épisode plus tardif et Monsieur Scarface est redevenu statique comme avant, est au final aussi étrange que purement inconséquent. Convention graphique numéro 9, le rire du bouffon vert. Le bouffon vert, ennemi juré de Spider-Man, est juste un type dans un costume de gobelin. Mais c'est aussi le Joker de l'univers Marvel. Donc son masque bouge comme un visage, c'est-à-dire trop. Y a pas que le bouffon vert, le super bouffon, son prédécesseur dans l'intrigue, a ça aussi. Clignement des yeux, mouvement de la bouche, ça bouge beaucoup trop pour être juste un masque. À moins d'admettre que réellement Norman Osborn s'est donné la peine de faire un masque ultra sophistiqué. Certes, le super bouffon explique que le but de son masque est d'être la dernière vision d'horreur de ses victimes avant de mourir. Mais faire des efforts si démesurés à supposer seulement qu'ils puissent porter leurs fruits, juste pour avoir un masque visage n'est pas crédible. Il faut donc supposer que l'animation exagère la mobilité de ces masques. La série animée Spider-Man n'est pas la seule concernée. L'épouvantail dans Batman a aussi un masque visage. Lui, à la limite, on pourrait comprendre qu'il fasse ce genre d'effort de mise en scène. Et Batman lui-même peut beaucoup trop bouger les yeux. C'est le cas aussi dans les BD, évidemment, et les films de super-héros ne savent jamais trop comment rendre ça. La plupart du temps, ils ne le rendent juste pas. Dans un registre comparable, Diabolique a un masque qui lui moule l'intérieur de la bouche, dans une tentative peut-être de rendre l'animation moins figée. Pour Spider-Man, ce sont les yeux qui bougent un peu trop. Le but est très clairement de rendre ces super costumés plus intéressants visuellement malgré les limitations de l'animation. Revenons sur les adaptations en live action. La méthode choisie est très simple. Plutôt que de faire comme dans les BD avec des yeux dissimulés par un matériau opaque, ce qui serait possible, Spider-Man le prouve, on va montrer les yeux de Batman pour véhiculer plus d'émotions et susciter plus d'empathie. Bon, le problème, c'est qu'on voit clairement qu'on lui a mis du mascara pour que la continuité entre le masque et les yeux soit assurée, et que ce mascara a soudain magiquement disparu dès qu'il enlève son masque, mais en tout cas, c'est ça qui a été fait. Idem pour le bouffon vert, dès qu'il a besoin de parler un peu longtemps, il montre ses yeux. La gestuelle de Willem Dafoe fait le reste. J'en profite pour faire un aparté, on peut dire tout le mal qu'on veut de l'animation en CGI, mais elle permet de détailler le mouvement de façon à surmonter le manque d'expressivité des visages. On le voit très bien avec Thanos dans Land First Quest. Sa façon de bouger, associée à sa façon de parler, permet de montrer simultanément sa badassitude, sa vanité et sa petitesse sans avoir à faire bouger son visage. L'expressivité est un enjeu particulièrement important pour le bouffon vert et le super bouffon, qui ne cherchent pas à être imposants, mais au contraire à faire une impression de fou dangereux incontrôlable façon Joker. Avec eux, on peut difficilement se contenter d'une gestuelle et d'une attitude comme pour Thanatos dans Chris Colorado. Nos bouffons doivent pouvoir exprimer des émotions assez variées, notamment Norman Osborn quand, en costume, il parle de son fils. Surtout, ce sont des personnages qui rient beaucoup. Or, dans les dessins animés, le mouvement d'un personnage qui rit, c'est essentiellement un gigotement de haut en bas qui n'est pas toujours très convaincant sans les autres éléments visuels du rire. Donc notre bouffon doit pouvoir fermer les yeux, ouvrir la bouche et rire à gorge déployée, et à charge du spectateur de s'accommoder de ça, même si ça n'a aucun sens dans l'histoire. Convention graphique numéro 8, la barbe relativiste de Franz Hopper. En parlant de n'avoir aucun sens, parfois les animateurs introduisent des éléments visuels qui ne peuvent pas logiquement avoir lieu dans l'histoire. Et plus que jamais, c'est à nous spectateurs de prendre le parti de considérer que ce sont des conventions graphiques. Code Lyoko, du fait d'avoir vocation à rester strictement dans le registre de la science-fiction, est bourré de choses comme ça. Certaines sont explicites, comme le fantôme d'Ulrich dans des incarnations que seul le spectateur peut voir et qui donc, par définition, n'est pas réellement comme ça dans l'histoire. D'autres sont plus ambiguës, on y reviendra à la fin de la vidéo. Et d'autres, on est juste obligé d'admettre que c'est des artifices de mise en scène. Comme quand, dans la saison 1, après désactivation de la tour, l'attaque de Xana se fige, alors que les autres personnages continuent de bouger. Ce phénomène, qui ne se produit plus à partir de la saison 2, précède toujours un retour vers le passé et permet de jouer sur le suspense. Mais dans certains cas, il n'a aucun sens. Alors il faut admettre que, même si les personnages peuvent se parler pendant ce court intervalle de temps, c'est une convention de mise en scène. Dans la réalité de l'histoire, le retour vers le passé progresse nécessairement à la vitesse de la lumière et est immédiat. Comme nous le disions, Code Lyoko, quoique très cohérente sur le fond, regorge de moments où la nécessité de dynamiser la mise en scène entre en conflit avec la logique de l'histoire. Mais il y a un passage très précis qui a retenu notre attention. Franz Hopper, le créateur du supercalculateur, a deux chara-design. Celui du passé lointain où il est rasé de frais,
et celui du passé proche où il est barbu, dans une tentative, d'après Sophie de Croisette, de changer d'apparence pour ne pas être retrouvé. Se sachant menacé, il décide d'utiliser le retour vers le passé du supercalculateur pour revivre plus de 2500 fois la même journée, la journée où des hommes en noir viennent l'arrêter, celle du 6 juin 1994, afin de finaliser les scanners et le programme de virtualisation qui lui permettra, à lui et sa fille, de disparaître sans laisser de traces. Le retour vers le passé épargne les programmes du supercalculateur et la mémoire des héros, mais pas leur corps. Les blessures causées par l'attaque de Xana n'existent plus, les objets détruits sont de nouveau en état de marche, etc. À tout point de vue autre que celui de la mémoire, c'est un retour dans le temps. Or voilà le problème, à chaque itération des 2500 jours, Franz Hopper écrit une partie de son journal et, au fil du temps, sa barbe pousse. Au début, elle épouse parfaitement la forme de son menton comme une barbe de 7 jours, et à la fin, c'est une vraie barbe volumineuse. C'est pas logique du tout. Non, ce n'est pas logique! À moins d'admettre qu'il a commencé par se raser au début de chaque jour et que progressivement il l'a fait de plus en plus négligemment, ce qui est un peu grotesque, c'est inexplicable. Et de fait, ça a fait l'objet de contestations dans la communauté de fans. Comme quoi c'était seulement la mauvaise qualité de l'image, l'angle et le fait que Franz Hopper devienne de plus en plus hirsute à mesure qu'il sombre dans la paranoïa qui donnait l'impression que sa barbe pousse alors que pas du tout. Mais enfin, si regardez sur ces deux plans, c'est quand même très clair. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'en termes de mise en scène, ça met l'accent sur le temps qui passe sans passer, la fatigue qui s'amplifie, la paranoïa qui s'installe dans son sillage. Ça fait l'impression que c'est censé faire, mais ça colle pas. Ce n'est pas un cas unique. Par exemple, dans Dragon Ball Z, on nous dit que les cheveux des Saiyajins ne peuvent pas changer de longueur, ce qui est difficilement compatible avec ce qu'on voit à l'écran. Dans Steven Universe, les flashbacks montrent les gemmes avec une apparence différente pour montrer qu'elles ont changé au gré des époques. Le problème est qu'elles sont censées pouvoir changer durablement de forme, mais pas de volume. Or, même en considérant qu'Améthyste a seulement l'air plus petite parce qu'elle est à côté de personnages plus grands comme Rose Quartz qui est morte dans le présent de la série, sa coiffure transgresse la règle du volume. On aura du mal cette fois à faire passer ça pour un clin d'œil volontaire au spectateur, un code qui marche grâce à une connivence avec lui. Parfois, il y a un impensé dans la mise en scène, des éléments qui contredisent l'intrigue, et le spectateur doit décider seul quoi prendre au sérieux et quoi négliger. Enfin un peu de soleil. Ici, on est obligé de se dire que les dessinateurs ont péché par excès de zèle et ont représenté des choses qui n'avaient pas lieu d'être. C'est vrai, mais ce choix de représentation n'est pas sans effet, et dépourvu de sens ou non, cet effet n'est pas négatif. L'apparition impossible de cette barbe qui pousse retranscrit de manière efficace la lente déchéance de Franz Hopper, qui devient de plus en plus fou au fur et à mesure qu'on progresse dans son journal. Et c'est classe. C'est stupide, mais c'est classe. C'est le genre de truc qu'on se sent coupable d'apprécier, mais qu'on apprécie quand même. Ça introduit malgré tout une complicité entre le dessinateur et le spectateur, qui fait que le spectateur peut pardonner au dessinateur d'avoir été un peu débile sur ce coup-là. Les choses un peu débiles, ça arrive. Pour notre part, nous considérons généralement que c'est l'illustration qui est un peu débile, pas l'intrigue, donc que dans un conflit entre l'histoire racontée et l'image présentée, c'est l'histoire qui a raison. Et l'image qui présente une sorte de vue d'artiste de la situation racontée. Convention graphique numéro 7, Homo Robotnicus. Le docteur Robotnik est l'ennemi juré de Sonic le Hérisson. C'était aussi, initialement, le seul humain dans un monde d'animaux, d'où son chara-design de cartoon, fusion d'un œuf et de Theodore Roosevelt. Le problème, c'est que dans Sonic X, on découvre que Robotnik est non seulement tout à fait humain, mais humain du monde des humains, pas humain du monde de Sonic. Il est le petit-fils de Gerald Robotnik, qui lui ressemble un peu en moins bizarre, et le cousin de Maria Robotnik, qui elle est indistinguable d'un humain ordinaire. Oui, nous savons que cette situation est adaptée d'un jeu sur Dreamcast. Mais elle génère deux bizarreries vis-à-vis de Robotnik. Et d'autres vis-à-vis de Shadow, mais ça on en a déjà parlé dans la vidéo correspondante. Aucun humain du monde de Sonic ne commente l'aspect bizarre de Robotnik, même avant de savoir qu'il provient de la même dimension que Sonic et ses compères. Et aucun être du monde de Sonic ne commente le fait que les créatures bizarres qu'il rencontre dans le monde des humains ressemblent en fait à Robotnik qu'ils connaissent depuis longtemps. Ces créatures, c'est quoi? La deuxième bizarrerie, le fait que Sonic n'identifie pas les humains comme les semblables de Robotnik, est explicable par le fait que Robotnik est très bizarre pour un humain, donc par le graphisme. Mais le graphisme, lui, est la marque vestigiale de l'époque où Robotnik était bizarre parce qu'il était le seul humain. Donc on a une petite faille scénaristique qui découle d'une convention graphique qui a perdu son sens d'origine, et qui est plus que jamais une convention puisque les autres humains n'ont aucun mal à reconnaître Robotnik comme un humain. Un exemple similaire serait les cheveux roses d'Aelita dans Code Lyoko. Inspiré par la coiffure de Tanya Palombo, cette couleur inhabituelle se justifiait par le fait qu'Aelita était, a priori, un être artificiel
artificielle, qui aurait même pu avoir la peau verte. D'ailleurs, il est sous-entendu dans la série que dans le monde réel, ça deviendrait une teinte peu ordinaire de roux. Quand Aelita est finalement matérialisée, elle a bien les cheveux aussi roses en 2D qu'en 3D. Mais la majorité de ses interactions avec les personnages secondaires ont lieu à partir de la saison 2, quand les scénaristes avaient déjà décidé qu'elle était en fait humaine depuis le début. Sa mère avait la même couleur de cheveux, et les rares commentaires qui sont faits là-dessus ne soulignent que mollement l'incongruité du truc. Comme quelque chose d'assez rare, mais pas d'extravagant. Oh ça va, j'ai pas de leçon à recevoir d'une nunuche à cheveux roses. On reviendra sur les couleurs de cheveux extravagantes d'animés japonais. Mais là, on n'est pas dans un cas comme ça. Si Aelita et Robotnik ne choquent pas le spectateur, c'est parce qu'on sait que ce parti pris graphique a une origine et que l'histoire a changé depuis. Tu trouves que je ne ressemble pas à une humaine? On peut donc fermer les yeux sur le fait que ce vestige de l'ancienne histoire n'a en fait plus aucun sens dans la nouvelle, et y est vraisemblablement devenu une convention. Convention graphique numéro 6. Les nez dans Oban Star Racers. Quand on regarde Oban, la première chose qui choque est que les personnages n'ont pas de nez. Mais vraiment pas du tout. Sur un dessin pourtant assez détaillé pour représenter le nez. Non, dans le futur, l'humanité ne perdra pas son nez. Le prologue qui se passe dans un futur proche montre déjà des humains sans nez. C'est le Chara Design qui est comme ça. Les dessins animés sont propices à ce qu'un certain nombre de libertés soient prises par rapport à la réalité. Celui d'Oban choque parce qu'il se voit, si j'ose dire, comme le nez au milieu de la figure. Celui de Sourire d'Enfer choque autant quand on le remarque. Les personnages, quoique dessinés façon série sérieuse, n'ont que 4 doigts par main, ce qui ne surprend pas dans un cartoon, mais fait l'effet d'une difformité dans une série comme Sourire d'Enfer. Les grosses têtes des personnages de Code Lyoko ont suscité beaucoup plus de commentaires. C'est une trivialité, mais c'est omniprésent, donc il faut en parler. Les séries animées ont une identité visuelle. On peut identifier une série précise à l'aide d'un personnage qu'on n'a pourtant jamais vu. Un personnage avec une grosse tête, ce sera Code Lyoko. Un personnage sans nez, ce sera Oban. Un personnage dessiné façon Bézian, ce sera Belphégor, etc., etc. Or, parfois, une partie de cette identité visuelle est fondée sur des attributs qui devraient avoir des conséquences pratiques et qui n'en ont pas. Parfois même comiquement pas. Prévenons le capitaine de Tréville et ses 3 mousquetaires. Vous voulez dire ces 4 mousquetaires? Oh tiens, je croyais qu'ils étaient 5. En d'autres termes, des conventions graphiques. Des éléments qui ne sont pas comme ça dans l'histoire. Paradoxalement, ces éléments sont intéressants quand leur impact sur la réalité de l'histoire est ambigu, comme ça peut être le cas des couleurs de cheveux extravagantes dans les animés japonais. Et puis tu as les cheveux verts, je te rappelle. En effet, les bizarreries du Chara Design peuvent donner à l'intrigue une logique qui n'est pas celle de la réalité. La tête d'Arnold dans Et Arnold a réellement une forme de ballon de rugby, et il arrive que ça serve, plus ou moins, dans l'intrigue. Tout comme le fait que Krillin, à l'instar des personnages d'Oban, n'ait pas de nez. Les visages outrancièrement déformés par la douleur ou la surprise dans One Piece le sont réellement dans l'histoire, et cet état de fait a parfois un impact absolument décisif sur les péripéties. Comme dit dans un précédent top 10, c'est intéressant de voir l'auteur de One Piece embrasser pleinement une logique et des codes autres que ceux de la réalité pour faire avancer l'intrigue. Mais la plupart du temps, c'est juste une convention graphique à l'usage exclusif du spectateur. Okuni connaît la couleur des yeux des ânes, et Molly connaît probablement la forme du nez de son père Dunway. C'est juste nous qui ne le voyons pas. Convention graphique numéro 5, l'identicité des technos. En parlant de choses que nous ne voyons pas, parfois le dessin représente de manière identique des choses qui sont différentes. C'est le cas des frères Techno dans Foot de rue. Tous les personnages sans exception parviennent à les distinguer sans aucune difficulté, sauf éventuellement de dos. Or, ils n'ont qu'une très subtile différence de caractère, No est plus sage que Tech, et pour autant que nous ayons pu le voir, aucun signe physique distinctif. Il est possible que quelque chose nous ait échappé. Nous avons mis un moment à voir que les grumeaux dans les Razmokat n'avaient pas les mêmes oreilles. Mais nous avons bien regardé et nous n'avons rien pu discerner de tel dans Foot de rue. Ce qui frappe, c'est qu'en général, quand on met des jumeaux dans la fiction, c'est pour qu'au moins quelqu'un les confonde. Or, dans le cas des technos, ça n'arrive jamais avant la saison 3. Ce sont, aux yeux des autres personnages, des individus aussi distincts que Tag et Gabriel. Il faut admettre que dans leur réalité, les personnages voient des détails qui permettent infailliblement de distinguer Tech de No. Comme on l'a déjà dit, le dessin d'une série animée est souvent trop imprécis pour rendre toutes les nuances de la réalité. Et donc, deux choses peuvent être identiques aux yeux du spectateur, alors qu'elles ne sont pas censées l'être dans l'histoire. Parfois, c'est manifestement le résultat d'une erreur. Par exemple, dans Stellina, Albertina est colorisée de la même manière que les autres personnages secondaires, alors que d'après les dialogues, elle est noire. Il n'en demeure pas moins que cet état de fait est amusant et parle à l'imaginaire. Nous voyons une chose, mais si c'était en live action, qu'est-ce que nous verrions? South Park, qui a un dessin très minimaliste, C'est moins qu'on puisse dire. joue là-dessus à au moins 2 reprises pour le gag. Tous les Canadiens et les Danois sont dessinés de la même façon. Pourtant, l'un d'entre eux, Bob le Moche, est considéré comme insupportablement laid par ses compatriotes. Et surtout, il y a le super-héros Mysterion, dont le spectateur ne connaît initialement pas l'identité secrète. Il se démasque à la fin de son épisode d'apparition. J'étais sûr que c'était toi. Je crois que ça se passe de commentaires. Convention graphique numéro 4, mes sourcils sont froncés.
Dans Yu-Gi-Oh!, l'artefact antique que Yugi porte autour du cou, le puzzle du Millennium, contient l'âme d'un pharaon, l'éponyme maître des jeux. Lors d'un duel important, c'est lui qui prend le contrôle du corps de Yugi pour jouer. Le pharaon présente plusieurs différences avec Yugi. Il a une intonation de voix différente, mais il est surtout un peu plus grand et a des mèches de cheveux qui pointent vers le haut. Et ses sourcils sont froncés. Mais ça, c'est sûrement pour illustrer sa différence de caractère avec Yugi. Or, les autres personnages sont incapables de distinguer Yami, c'est comme ça qu'on appelle le pharaon pendant la majorité de la série, et Yugi. Théa les distingue seulement à l'attitude. C'est l'inverse du point précédent, on nous présente comme différentes des choses qui sont pourtant visuellement identiques. Même sentence pour Bakura et l'esprit de l'anneau du Millennium, qui sont dans une dynamique similaire à part que l'esprit de l'anneau est très méchant. Ils sont indistinguables pour les personnages, mais inconfondables pour les spectateurs. Tu as dit le mot-clé. Ces changements physiques exclusivement à destination du spectateur soulignent d'abord et avant tout une différence d'attitude. Le pharaon, plus impérieux et sûr de lui qu'Yugi, est plus grand. Les animés japonais ont cette tendance à faire changer physiquement des personnages qui changent d'état d'esprit. On trouve d'autres exemples dans Yu-Gi-Oh! On en trouve dans Prince of Tennis. C'est une version permanente ou semi-permanente des déformations du visage dont les animés japonais sont coutumiers, on va dire. Le statut de ces changements physiques à l'intérieur de l'histoire est souvent ambigu, cela dit. Parfois, les autres personnages les commentent ou commentent quelque chose que nous voyons comme un changement physique alors que eux pas forcément. Mais oui, les japonais aiment bien pouvoir illustrer les changements psychologiques. Dans Fullmetal Alchemist 2003, les yeux des homonculus deviennent violets quand ils embrassent totalement leur nature. C'est lié à leur consommation de pierres rouges et ça arrive probablement réellement dans l'histoire, mais c'est une indication visuelle bien pratique. Dans Yu-Gi-Oh! Aussi, c'est ambigu à sa façon. Dans la dernière saison de l'anime avec Yugi, quand on finit par rencontrer le pharaon dans toute sa splendeur royale, c'est Yami avec la peau mate et habillé différemment. Est-ce qu'il était réellement comme ça et que Yugi était prédestiné à résoudre le puzzle du Millennium? Est-ce que cette vision du passé est fondamentalement une illusion qui ne retranscrit que le sens des événements et pas leur enrobage qui lui est reconstitué à l'image des héros? La seule chose qui est sûre, c'est que parmi tous les détails qu'on voit à l'écran, certains sont des annotations destinées à améliorer la lisibilité des situations. Convention graphique numéro 3, la tridimensionnalité des Zapmon de haut niveau. Dans Digimon, il y a des niveaux de puissance. Bébé, entraînement, disciple, cuirassé, champion, ultime et méga en VF. Et il y a aussi des Digimon sans niveau, les hybrides de frontières et les juste sans niveau de fusion. Peu importe, c'est pas écrit sur leur tête. Il est si fort, niveau ultime. Peut-être même méga. Digimon Appmon a trouvé une solution. À partir d'un certain niveau, les monstres sont en 3D. Les éponymes Appmon de la série n'ont pas les mêmes niveaux que les Digimon. Mais cette caractéristique visuelle des Appmon de haut niveau est rétrospectivement partagée par les Digimon, alors qu'auparavant on voyait ça uniquement lors des séquences de transformation sur lesquelles nous reviendrons. Le reste du temps, tout était en 2D. C'est tout bêtement le coût de la CGI qui a baissé vraisemblablement. Et c'est à double tranchant, ça oblige à une rigueur supplémentaire que Digimon Appmon n'a pas. L'un des personnages, Coachmon, commence en CGI, puis au gré de ce que le scénario décide de faire de lui, passe en 2D. Ça choque. Toujours est-il que vraisemblablement, les personnages ne peuvent pas faire cette distinction dans leur réalité. On a du mal à imaginer comment on pourrait la faire dans la nôtre. Si ça se trouve, les personnages voient simplement les Appmon de bas niveau dans un style réaliste, et les Appmon de haut niveau comme des modèles en CGI, comme c'est probablement le cas des personnages de Code Lyoko. Sauf que les Appmon de haut niveau sont clairement comme ça pour paraître plus détaillés, pas moins détaillés. Or, comment être plus détaillé que la réalité? Ce parti pris de Digimon Appmon n'est pas unique. Dans Le Surfeur d'Argent, Galactus est en 3D, et dans Valérian et Laureline, les Vlagos sont en 3D. Mais dans ces deux cas, le but est clairement de montrer que ce sont des créatures qui viennent d'un autre monde, vivent dans un autre plan d'existence, ou ont une origine différente de celle des autres êtres vivants. Et c'est aussi pour faire joli. Dans les animés japonais, on met plutôt ce genre de choses, pour faire joli certes, mais surtout pour donner une information. Par exemple, que l'Appmon est d'un niveau supérieur. Comme dans le point précédent, l'idée est de surimposer une caractéristique visuelle pour rendre la situation plus lisible. Mais on peut aller encore plus loin. Convention graphique numéro 2, la Tezuka Zone. Plutôt que d'altérer directement l'apparence des choses, on peut simplement ajouter des effets visuels qui aident à comprendre l'action, mais n'ont probablement aucune réalité dans l'univers de l'histoire. On aurait pu parler du fluide offensif dans One Piece, qu'on ne commence à voir que quand Luffy commence à le maîtriser, avant quoi ça n'avait rien de visuel, mais comme il s'agit apparemment de quelque chose que les personnages eux-mêmes peuvent voir, l'exemple que nous avons choisi de mettre en avant est celui de la Tezuka Zone dans Prince of Tennis, que le spectateur voit directement alors que les personnages ne la voient qu'à travers son effet. Il s'agit justement d'un effet que Tezuka imprime à la balle de manière à ce que quoi qu'il arrive, lorsque son adversaire la renverra, elle reviendra vers lui. C'est figuré par un tourbillon qui aspire les balles, mais seulement quand les personnages commencent à en parler. Au début de la série, lorsqu'Inoue, le journaliste, joue contre Nanjiro,
Sa collègue Shiba remarque que le samouraï ne bouge pas du tout les pieds et qu'en fait ce sont les balles qui reviennent vers lui. Il utilise la Tezuka Zone, mais à ce stade du récit, on ne voit pas encore le tourbillon. Personne ne voit le tourbillon, sauf le spectateur, et encore seulement quand l'animé décide de le lui montrer. Ces annotations visuelles sont légion dans les animés japonais sur la compétition. On voit des auras de toutes sortes et des indicateurs en tout genre. Et des délires hallucinatoires. Pas seulement dans les séries de compétition d'ailleurs. Tout ce qui est séquence de transformation de Magical Girl ou Digivolution avec tous les effets visuels n'arrive pas réellement dans l'histoire et est en réalité quasi instantané. La plupart du temps. Pour les Digivolutions, c'est même pire. En plus de la chorégraphie, il y a des tas de fioritures que seul le spectateur voit. La plupart du temps. Toutefois, comme la conception abstraite et téléologique des événements qui est à l'origine de ces éléments de mise en scène est aussi quelque chose de très présent dans les dialogues et la psychologie des personnages, peut-être aller savoir aussi dans celle des auteurs, il y a parfois une ambiguïté sur à quel point ce sont des conventions graphiques. On a déjà eu l'occasion de parler de la zone dans Kuroko's Basket, cet état de concentration intense qui permet de mieux jouer. Nous, spectateurs, nous voyons qu'un personnage est dans la zone au fait que des éclairs lui sortent des yeux. Les autres personnages ne voient vraisemblablement pas ça, mais apparemment ils voient tout de même quelque chose qui permet de repérer qu'un joueur est dans la zone, même s'il n'a encore rien fait de particulier. D'un autre côté, la zone a des caractéristiques un peu surnaturelles, donc... Il y a des choses similaires dans Prince of Tennis, mais leur extravagance ne dépasse les bornes que dans les OAV, et c'est effectivement dans celle-ci que les aptitudes extraordinaires des meilleurs tennismen de la série s'affirment comme étant authentiquement surnaturelles, ce qui tendrait à prouver que c'est ça qui détermine que des effets visuels cessent d'être des conventions graphiques et deviennent réellement un élément de l'intrigue. En fait, dans les animés de compétition, ça semble fonctionner comme ça assez souvent. On nous montre des actions formidables d'une manière qui les fait apparaître telles qu'on est censé les comprendre et pas telles qu'elles sont réellement. Tezuka frappe les balles de manière à ce qu'elles reviennent vers lui, donc plutôt que de seulement nous montrer les balles qui reviennent, on nous montre Tezuka au centre d'un tourbillon pour montrer qu'il attire les balles vers lui. Et parfois, de fil en aiguille, on nous fait comprendre que ces incroyables techniques ont réellement l'origine surnaturelle suggérée par leur mise en scène. Le goût du spectacle inspire une mise en scène grandiose, qui inspire un scénario fantasmagorique, et la frontière entre la convention graphique et ce qui arrive réellement dans l'histoire devient floue. Convention graphique numéro 1, la kangourou-sté des kangous. Cet exemple ne figure pas en première position parce qu'il serait le meilleur. Il n'y figure pas non plus parce que la série serait particulièrement bonne. Mais parce qu'il est particulièrement incongru et qu'il illustre tout à la fois. A l'instar de Robotnik, l'aspect bizarre des kangous vient de son origine extra-diégétique. Kangoo est une série dans la mouvance des Tortues Ninja. Or, que ce soit les tortues elles-mêmes, les motards de l'espace ou les canards de l'exploit, tous ces héros ont de très bonnes raisons de ne pas être humains. Pas les kangous. Nous formulons l'hypothèse qu'en fait, ce sont des humains. Jamais il n'est fait référence au fait qu'ils ne seraient pas humains. Seulement au fait qu'ils seraient originaux. Et ils peuvent se déguiser en humains sans problème, et séduire des humains. On pourrait formuler une hypothèse similaire pour beaucoup de séries à animaux anthropomorphisés comme Sandokan, Argai, Montana ou SOS Croco. Dire que leur animalité est une convention graphique. Mais les kangous sont les seuls humains représentés sous forme d'animaux anthropomorphisés dans un monde d'humains représentés sous forme d'humains. Comme pour Monsieur Scarface et le masque du bouffon vert qui bouge trop, la série leur fait parfois utiliser leur queue ou bondir comme des kangourous, parce qu'à l'instar des animateurs de Code Lyoko qui ont oublié que la barbe de Franz Hopper ne devrait pas pousser, la mise en scène parfois oublie que ce sont en réalité des humains. Car comme l'absence de nez dans Oban, c'est une fantaisie de Chara Design, qui, telle l'identicité des technos, n'est destinée qu'aux spectateurs, les personnages voyant en eux des humains. Et enfin, à l'instar de la tridimensionnalité des Apmon de haut niveau, la kangourou-sté des kangous est une indication visuelle. Ce sont des champions de basket. Comme les sourcils froncés du pharaon de Yu-Gi-Oh!, elle figure une attitude, un statut plus qu'une identité. À l'instar de la Tezuka Zone, plutôt que de nous montrer les choses telles qu'elles sont, Kangoo nous les montre telles qu'on est censé les comprendre. Ce n'est pas absurde, c'est en vertu de ce principe qu'Argai est un lion et la reine noire un serpent dans Argai la prophétie. Car voilà la vérité sur Kangoo à laquelle nous aimons croire. Les kangous ne sont pas champions de basket parce que ce sont des kangourous et que les kangourous sautent haut. Les kangous sont champions de basket parce qu'ils sautent haut. Et c'est pour ça que ce sont des kangourous. Voilà, c'était notre top 10 des conventions graphiques qui n'arrivent pas réellement dans l'histoire, mais que les animateurs ont mis là pour le fun ou pour toute autre raison et qu'il faut accepter sans broncher. Il y en a d'autres. Par exemple, dans un épisode de Batman, les super-vilains se réunissent pour raconter chacun une anecdote impliquant Batman. Sitôt que le Joker a révélé une information cruciale, Croc le tueur se lève et le frappe, révélant par cet acte qu'il est en réalité Batman déguisé, qui guettait que le Joker passe aux aveux. Pour le signifier aux spectateurs, la lampe qui éclaire la table, chahutée par la bagarre, se balance, et lorsque Croc entre dans l'ombre, sa silhouette devient celle de Batman. Ça n'a aucun sens, mais qu'est-ce que c'est classe.
Et en fait, c'est précisément la justification que donnent les auteurs de la série dans le commentaire de l'épisode sur les DVD. C'est une convention graphique mise là pour le fun, simplement parce qu'elle exploite les formidables possibilités de l'animation pour maintenir l'attention du spectateur par le biais d'une mise en scène plaisante. Il y a des cas où le statut dans l'intrigue de ce qu'on a devant les yeux est plus ambigu. Par exemple, dans Code Lyoko, le signe de Xana apparaît dans les yeux des individus contrôlés par lui. Comme avec la zone dans Kuroko's Basket, les personnages voient quelque chose dans les yeux des Xanatifiés. Ils vont même parfois jusqu'à dire que c'est le signe de Xana. Mais cette formulation peut être ambiguë, et on peut se demander si, dans la réalité de l'intrigue, ce n'est pas quelque chose de plus imprécis. C'est le parti qui a pris Code Lyoko Evolution pour l'adaptation en live action. Xana signe ses crimes, pas seulement les xanatifications. Franz Hopper a eu toutes les raisons de le programmer pour signer ses forfaits. Donc, les deux sont possibles. On peut considérer que la présence de Xana est visible dans les yeux des xanatifiés, même si ça n'a pas beaucoup de sens, ou estimer que la série a d'abord et avant tout une ambition de plausibilité qui impose à cette fantaisie visuelle de n'exister que pour les spectateurs. Les dessins animés jouent souvent du fait de ne pas ressembler à la réalité, et certains événements mis en scène ne sont rendus possibles que par cette dissemblance, rendant ambigu le statut de la mise en scène dans l'intrigue. Par exemple, quand Olivia Hatton reste suspendue en l'air après avoir sauté, c'est évident que ça n'arrive pas réellement dans l'intrigue. Pourtant, les personnages se parlent pendant l'instant que c'est censé durer. On n'a pas 36 choix. Soit Olivier est réellement suspendu en l'air et la série parle d'un football réellement surnaturel, soit ça ne dure qu'un instant, mais dans ce cas, les informations transmises durant ce laps de temps infinitésimal n'ont pas réellement pu être données dans la réalité de l'intrigue. Cette ambiguïté étant plus la règle que l'exception, que faut-il penser de cette pratique ? Dans son essai sur les contes de fées, Tolkien critique le concept de suspension consentie de l'incrédulité, ou au moins sa formulation, lui préférant l'idée de créance secondaire, et estimant que si le lecteur ressent une incrédulité qu'il doit faire l'effort de suspendre, c'est que le récit a échoué. Je pense que c'est vrai quand on parle du fond, mais que ça ne l'est pas quand on parle de la forme. Décréter qu'une bizarrerie de mise en scène est une convention, quand ce n'est pas dicté par l'œuvre elle-même, c'est imaginer une version de l'intrigue obéissant à une logique suffisamment cohérente pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours à une quelconque suspension consentie de l'incrédulité pour croire, momentanément, à l'histoire qui nous est racontée. C'est ce qu'on fait quand on joue à un jeu vidéo et que le gameplay entre en contradiction flagrante avec l'intrigue des cinématiques. On choisit de considérer que le gameplay est quelque chose qui n'arrive pas réellement dans l'intrigue. Quoique certains jeux essayent tant bien que mal d'intégrer le gameplay au scénario. Mais chacun sait que ce n'est pas une nécessité. Ce qui est une nécessité, c'est que l'œuvre nous laisse la possibilité d'imaginer cette version cohérente de l'intrigue où les déviations sont des conventions. Particulièrement dans l'animation où les occasions de se planter sont, à l'image des possibilités de ce médium, presque infinies. Il faut savoir subordonner son désir de mettre une scène classe à son ambition d'écrire une histoire élégante pour créer des dessins animés qui méritent qu'on s'en souvienne. C'est un dessin fou fou fou, quelle salade. C'est un dessin fou fou fou, quelle salade. Un dessin lalaïtou, quelle rigolade. Un dessin lalaïtou, quelle rigolade. Ah ah ah. Eh eh eh. Hi hi hi. Oh oh oh. Éléphant par devant, dromadaire par derrière, à l'endroit ou à l'envers. Dromadaire par derrière, éléphant par devant, marche arrière ou marche avant. C'est un dessin dérangé, quelle salade. C'est un dessin dérangé, quelle salade. Un dessin tout mélangé, quelle rigolade. Un dessin tout mélangé, quelle rigolade. Ah ah ah.